Je n'oublierai jamais le jour où je découvris ce qui était arrivé à ma chambre. J'étais rentrée de ma promenade habituelle dans le quartier, encore enveloppée par le parfum des glycines et le chant discret des oiseaux, et je m'attendais à retrouver la sérénité de mon petit univers. Mais dès que j'ouvris la porte, mon cœur se serra, et une sensation de vertige m'envahit. La pièce que j'avais occupée depuis plus de 20 ans, mon refuge, mon espace intime où chaque objet racontait une histoire, où chaque détail reflétait ma vie et mes choix, avait été transformé en bureau. Des meubles déplacés, une grande table encombrée de papier, un ordinateur flambant neuf posé à la place de ma coiffeuse, et des dossiers éparpillés partout, mes affaires personnelles, soigneusement rangées depuis des années, avaient été déplacées ou reléguées dans un coin, certaines même stockées dans des cartons que je n'avais jamais autorisés. Je restais figée, incapable de parler, le souffle court, tout semblait irréel. Comment pouvait-on s'approprier mon espace, le transformer sans ma permission, comme si je n'avais plus le droit de décider de ce qui m'appartenait? Ma chambre n'était pas seulement un lieu pour dormir ou me reposer. Elle était le temple de mes souvenirs, de mon intimité et de ma liberté. La voir ainsi envahie était une humiliation que je n'avais pas anticipée, une atteinte directe à ma dignité. Je me tournai vers le lit, mon fauteuil, le petit bureau que j'avais décoré avec soin. Tout avait été déplacé, réorganisé, remplacé par des objets impersonnels et fonctionnels, qui ne reflétaient ni mon goût ni mon identité. Chaque détail semblait me crier « Tu n'as plus aucun contrôle ici ». La colère monta en moi, mais elle se mêlait à un sentiment plus profond, la trahison. Je repensais à ma belle-fille et à ses paroles de ces derniers mois. Elle avait toujours insisté sur des changements pour simplifier la maison ou pour mieux organiser l'espace. Ses intentions semblaient alors anodines, presque bienveillantes, mais aujourd'hui, je comprenais qu'elles avaient été une préparation subtile à cet acte d'usurpation. Chaque commentaire, chaque intervention, chaque geste avait contribué à me rendre vulnérable à cette violation de mon intimité. Je m'approchai de la table, observant les dossiers et l'ordinateur qu'elle avait installés à ma place. Mes souvenirs s'y reflétaient. Les photos accrochées au mur, les carnets que j'avais soigneusement conservés, les petites décorations qui rendaient la pièce chaleureuse et personnelle. Tout avait été écarté, remplacé par des outils impersonnels, comme si mon histoire et mes choix n'avaient aucune valeur. Je pris une profonde inspiration et essayai de comprendre. Chaque coin de la chambre semblait chargé de symboles de ma vie. La coiffeuse où je me préparais depuis des décennies, la chaise près de la fenêtre où je lisais mes carnets et écrivais mes pensées, le petit meuble où étaient rangés mes documents importants. Tout avait été déplacé ou envahi. Je réalisais que ce n'était pas un simple caprice. C'était une tentative de me retirer mon espace de décision et mon autonomie. Je sentis la colère monter, mais je savais qu'elle ne suffirait pas. Ma belle-fille voulait me priver de quelque chose de fondamental, mon droit à décider pour moi-même, mon intimité et ma dignité. Je ne pouvais pas me contenter de ressentir de l'injustice. Je devais agir, et agir avec méthode. Le carnet bleu, fidèle compagnon de mes réflexions et de mes préparations, était immédiatement à portée de main. Chaque détail, chaque anomalie, chaque objet déplacé devait être noté, analysé et transformé en preuve de la violation de mon espace et de mes droits. Je commençais à consigner la date, l'heure, l'état de la chambre, les objets déplacés, les interventions antérieures de ma belle-fille qui avait préparé ce moment. Chaque mot écrit renforçait ma lucidité et mon calme. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer une chambre, il s'agissait de réaffirmer mon droit à l'intimité, à la liberté et à la dignité. Je repensais à mes années dans cette chambre. Chaque meuble, chaque décoration, chaque coin avait été choisi avec soin, non seulement pour le confort, mais pour la continuité de ma vie et de ma mémoire. La voir transformée en bureau, comme si ma présence et mes choix n'avaient plus aucune importance, était un choc
que je devais convertir en force. Je me levais et inspectais chaque détail. Les tiroirs fermés à clé, les documents personnels relégués dans un coin, les objets déplacés. Tout témoignait de la volonté de ma belle-fille de prendre le contrôle et de nier ma présence. Mais je pris conscience que chaque geste, chaque preuve, chaque détail pourrait être utilisé pour rétablir la justice. Ma clé, que j'avais perdue temporairement, allait redevenir le symbole de mon autonomie et de ma victoire silencieuse. Je me mis à réfléchir aux premières actions à entreprendre. Reprendre possession de ma clé, documenter l'état de la chambre, prendre des photos, consigner tous les faits dans le carnet bleu et préparer une confrontation méthodique avec ma belle-fille. Tout devait être fait avec calme et précision, car la force de la méthode surpassait celle de la colère. Et tandis que je me tenais debout, observant la chambre envahie par ce bureau imposé, une résolution nouvelle s'installa en moi. Je ne me laisserai pas faire. Chaque meuble déplacé, chaque document écarté, chaque objet personnel envahi allait devenir une preuve pour rétablir mon espace et ma dignité. Ma clé, mon carnet, ma patience et ma méthode allaient triompher de cette violation. Je murmurais pour moi-même, le souffle encore chargé de choc. Ma chambre, mon espace, ma vie, je vais les récupérer, et je le ferai avec patience, méthode et preuve. Avant ce matin fatidique où ma chambre avait été transformée en bureau, cet espace était bien plus qu'un simple lieu pour dormir ou se reposer. C'était mon refuge, le sanctuaire de ma vie personnelle, l'endroit où je pouvais être seule avec mes pensées, mes souvenirs et ma mémoire. Chaque objet, chaque meuble, chaque détail reflétait mes choix, mon histoire et mon autonomie. Le lit que j'avais choisi il y a des années était placé près de la fenêtre, permettant à la lumière douce du matin de traverser les rideaux et de caresser les draps soigneusement repassés. À côté, un fauteuil confortable m'accueillait pour lire, écrire dans mon carnet bleu et contempler le jardin. Chaque geste quotidien dans cette chambre était une affirmation silencieuse de ma liberté et de ma capacité à organiser mon espace selon mes désirs. Je me souvenais des heures passées à ranger mes affaires, à disposer mes livres et souvenirs sur les étagères, à accrocher les photos et les objets qui racontaient mon histoire. Ces gestes, simples mais significatifs, étaient le reflet d'une vie organisée, autonome et réfléchie. Chaque décision, du choix d'un rideau à la disposition d'un meuble, était prise avec soin et intention, car cette chambre n'était pas seulement fonctionnelle. Elle représentait ma dignité et mon identité. La coiffeuse que j'avais conservée depuis des décennies n'était pas seulement un meuble, elle était le témoin de ma routine, de mes gestes matinaux et de ma présence continue. Chaque miroir reflétait mes expressions, mes pensées et mes décisions. Je savais exactement où se trouvait chaque objet, chaque parfum, chaque accessoire, et cette organisation témoignait de mon autonomie et de mon sens de la responsabilité. Le carnet bleu posé sur la table de nuit avait été mon compagnon fidèle pendant des années. J'y consignais mes pensées, mes souvenirs, mes idées et parfois mes inquiétudes. Il contenait des notes sur ma santé, sur mes relations, sur la famille et aussi sur la gestion de mes affaires personnelles. Ce carnet représentait la continuité de ma vie, une preuve tangible de mon autonomie et de ma capacité à décider pour moi-même. Chaque matin, lorsque je m'installais dans le fauteuil près de la fenêtre, je prenais le temps de relire mes notes, d'organiser mes documents et de réfléchir à la journée à venir. Ces moments étaient précieux, car ils me permettaient de rester maîtresse de ma vie et de mes décisions. Je savais que chaque geste, chaque choix, chaque organisation était une manifestation de ma liberté et de mon indépendance. Je me souvenais également des petits rituels qui rendaient cette chambre unique et personnelle. Les plantes sur le rebord de la fenêtre, soigneusement entretenues, le parfum subtil du linge propre, la lumière douce, filtrée par les rideaux. Tout cela contribuait à créer un espace de sérénité et de contrôle.
Ma chambre n'était pas seulement un lieu physique, c'était un espace symbolique où ma vie, ma mémoire et ma dignité étaient protégées. Chaque meuble, chaque objet, chaque détail avait été choisi avec soin. Les étagères, où mes livres et souvenirs étaient rangés par thème et importance, reflétaient ma rigueur et ma capacité à organiser mes affaires. La petite table à côté du fauteuil me permettait de poser mes carnets, mon thé et mes lunettes, toujours à portée de main pour mes activités quotidiennes. Ces détails, aussi simples soient-ils, constituaient la matérialisation de mon autonomie et de ma maîtrise de mon environnement. Je repensais aux années passées à vivre dans cette chambre, à la façon dont j'avais organisé chaque espace selon mes besoins et mes goûts. Tout avait été pensé pour favoriser mon confort, ma tranquillité et mon indépendance. Aucun intrus, aucune décision imposée, aucun geste extérieur ne venait perturber cet ordre et ce sanctuaire personnel. Chaque meuble, chaque objet, chaque note dans mon carnet bleu témoignait de mon autorité sur mon espace et sur ma vie. La chambre représentait également un lieu de mémoire et de continuité. Chaque photo accrochée, chaque objet conservé, chaque document soigneusement rangé racontait mon histoire et celle de ma famille. C'était un espace où je pouvais me reconnecter avec mes souvenirs, réfléchir à mes choix et maintenir un lien avec le passé, tout en vivant pleinement le présent. Je réalisais que cette autonomie n'était pas acquise par hasard. Elle résultait d'années d'attention, de soins, d'organisation et de vigilance. Chaque geste quotidien, chaque décision de rangement ou de disposition des objets contribuait à maintenir ma maîtrise et mon contrôle sur ma vie. Cette chambre était un témoignage silencieux mais puissant de ma liberté et de ma dignité. Et tandis que je repensais à cette vie d'avant, je comprenais que c'était précisément cette autonomie et cette maîtrise qui avaient été menacées lorsque ma belle-fille avait transformé ma chambre en bureau. Ce n'était pas seulement un espace physique qui avait été envahi, c'était ma liberté, ma dignité et mon droit à décider pour moi-même qui avait été remise en question. Cette prise de conscience renforçait ma détermination. Tout ce que j'avais construit dans cette chambre, mes habitudes, mes rituels, mes objets, mes notes et mes souvenirs représentaient non seulement mon passé, mais aussi ma force pour agir. Chaque geste, chaque décision et chaque détail allait servir de base pour reprendre possession de mon espace et réaffirmer mon autonomie. Ainsi, la chambre d'avant n'était pas simplement un lieu physique. Elle incarnait ma liberté, ma mémoire et ma dignité. Chaque objet, chaque meuble, chaque geste quotidien témoignait de ma capacité à décider pour moi-même et à maintenir le contrôle sur ma vie. Et c'était cette autonomie que je devais protéger, restaurer et défendre face à l'intrusion de ma belle-fille. Au début, tout semblait presque anodin, des gestes apparemment innocents, des paroles présentées comme bienveillantes ou pratiques, mais qui, répétées au fil des semaines, commençaient à éroder ma confiance et à saper mon autonomie. Ma belle-fille, sous couvert d'aider ou de simplifier les choses, s'était immiscée dans ma chambre et dans ma vie privée de manière subtile, mais calculée. Chaque intervention, chaque commentaire, chaque décision prise à ma place renforçait le sentiment que mon espace ne m'appartenait plus. Les lettres et documents relatifs à la chambre ou à mes affaires personnelles avaient commencé à disparaître, à être déplacés ou annotés par sa main. Elle insistait pour réorganiser mes papiers, ranger mes objets ou décider de l'usage de certains meubles. Ce qui semblait au départ une aide gentille se révélait être une manœuvre insidieuse pour contrôler mon espace et mes décisions. Je me souviens d'un matin où je voulais accéder à mon petit bureau personnel pour y écrire dans mon carnet bleu. La clé n'était plus là. On me dit, avec un sourire faussement aimable, « Ne t'inquiète pas, j'ai pris la clé pour organiser le bureau. Tu n'en as plus besoin. » Ces mots, présentés comme une simple précaution, étaient en réalité une atteinte directe à mon autonomie.
Je me sentis invisible dans ma propre maison, privée du droit de gérer mon espace et mes affaires. À table, les discussions sur l'organisation de la maison ou de la chambre prenaient un ton différent. Mes suggestions étaient ignorées, mes remarques accueillies par des silences ou des sourires gênés. J'avais l'impression que mes choix, ma voix et mon opinion n'avaient plus aucune valeur dans ce lieu qui m'était pourtant personnel. Chaque acte, chaque parole subtilement condescendante me rappelait que j'étais progressivement privée de contrôle. Même mes routines habituelles étaient perturbées. Les objets sur lesquels je comptais, comme mes carnets, mes photos et mes documents, avaient été déplacés, parfois relégués dans des coins inaccessibles ou rangés sans mon accord. Chaque fois que je tentais de m'installer pour écrire, lire ou simplement me reposer, je me heurtais à ces changements imposés. Cette intrusion constante créait un sentiment de frustration et d'humiliation, car je réalisais que ma belle-fille tentait de me faire sentir incapable de gérer mon espace. Ses paroles, toujours présentées avec douceur, contenaient des nuances subtiles de domination. « Tu n'as plus besoin de ce bureau, je m'en occupe pour toi » ou « Je t'ai fait de la place, tu verras, c'est mieux ainsi ». Ces remarques, répétées et accompagnées de gestes concrets pour modifier mon environnement, m'isolèrent progressivement de mon propre espace. Chaque phrase semblait me rappeler que ma capacité à décider pour moi-même était remise en question. Je me souvenais également des petits gestes qui semblaient anodins, mais qui, mis bout à bout, avaient un effet déstabilisant. Mes meubles déplacés, mes documents éparpillés, mes objets personnels rangés sans mon accord. Chaque détail contribuait à créer une atmosphère où je me sentais exclue et dépossédée. Ces humiliations silencieuses s'accumulaient, mais je refusais de réagir impulsivement, sachant que je devais observer et documenter pour préparer ma riposte. Mon carnet bleu devint alors un outil essentiel. J'y consignais chaque incident, chaque remarque, chaque objet déplacé, chaque interaction où ma voix ou mes choix avaient été ignorés. Chaque page servait de preuve potentielle et de guide pour comprendre le schéma de manipulation. Je savais que la patience et la rigueur seraient mes meilleurs alliés pour retrouver ma chambre et mon autonomie. Je remarquais également les regards des voisins et amis qui semblaient percevoir les tensions et les interventions de ma belle-fille. Les murmures discrets, les questions à voix basse et les signes d'inquiétude autour de moi confirmaient que ma situation n'était pas passée inaperçue. Mais il fallait attendre le moment approprié pour agir, consigner et préparer une réponse méthodique et irréfutable. Les nuits étaient souvent remplies de réflexion et d'introspection. Je pesais chaque geste, chaque mot et chaque décision. Je savais que toute réaction précipitée pourrait être utilisée contre moi ou compromettre ma capacité à restaurer mon espace. La méthode et la patience devenaient des armes silencieuses, transformant chaque humiliation subie en stratégie pour récupérer mon droit à l'intimité. Petit à petit, je pris conscience que ces humiliations et cette mise à l'écart n'étaient pas des incidents isolés. Elles constituaient un schéma méthodique destiné à me faire perdre le contrôle et à légitimer la transformation de ma chambre en bureau. Chaque geste, chaque intervention subie devait être notée, photographiée ou consignée pour préparer ma riposte. Cette compréhension renforça ma détermination. Je devais agir avec méthode, preuve et calme pour rétablir ma dignité et mon espace. Au fur et à mesure que je rédigeais mes notes dans le carnet bleu, je me sentais progressivement plus forte. Les humiliations, bien que douloureuses, avaient une fonction désormais claire. Elles constituaient le point de départ d'une stratégie pour récupérer ma chambre, ma clé et ma liberté. Je savais que le chemin serait long et méthodique, mais chaque détail observé et consigné me rapprochait de la restitution de mon espace. Je me levais, fis le tour de la chambre et observais les objets déplacés, les meubles réorganisés et l'espace envahi par ce bureau imposé. Chaque élément était désormais un témoin silencieux de la violation de mon intimité et de mon autonomie. Ma clé,
disparu temporairement, allait devenir le symbole de ma victoire à venir. Et tandis que je regardais ma chambre envahie, je pris une décision silencieuse mais ferme. Je la récupérerai, avec méthode, preuve et patience. Un matin, alors que je rentrais dans ma chambre pour y écrire dans mon carnet bleu et organiser mes affaires personnelles, je fus frappée par une réalité brutale et incontestable. Ma chambre n'existait plus telle que je la connaissais. Tout avait été déplacé, réorganisé et transformé en bureau fonctionnel, impersonnel, comme si mon espace intime n'avait jamais appartenu à moi. Mes meubles personnels avaient été relégués dans des coins inaccessibles, mes vêtements et objets soigneusement disposés ailleurs, et mon fauteuil préféré avait disparu, remplacé par une chaise de bureau inconfortable. Le choc initial se mua rapidement en une clarté glaciale. Il ne s'agissait pas simplement de désordre ou de maladresse. Ma belle-fille avait prétendument pris possession de ma chambre, détournant mon espace personnel pour ses propres besoins, sans jamais me consulter, ni demander mon autorisation. Les gestes et paroles qui m'avaient semblé anodins au départ prenaient désormais un sens précis. Cette transformation n'était pas un caprice, mais un acte délibéré, visant à me priver de mon autonomie et de ma liberté dans mon propre foyer. Je m'agenouillais près de la table où était posé un ordinateur, les dossiers éparpillés autour. Mon cœur battait à toute vitesse, mais je sentais également une détermination froide s'installer. Chaque document, chaque objet déplacé, chaque geste imposé par ma belle-fille devenait une preuve tangible de violation de mon espace et de ma dignité. Je savais qu'il fallait agir, mais agir avec méthode, patience et stratégie. Je pris immédiatement mon carnet bleu et commençai à consigner tous les détails. L'état exact de la chambre, la disposition nouvelle des meubles, les objets personnels relégués ou rangés ailleurs, la présence du matériel de bureau et de l'ordinateur. Chaque note servait à créer un enregistrement précis et chronologique de la violation de mon intimité. Cette documentation allait être essentielle pour toute action visant à récupérer ma chambre et ma clé. Je repensais aux semaines et mois précédents, aux petites interventions subtiles de ma belle-fille, les suggestions pour simplifier ou réorganiser, les commentaires sur ma capacité à gérer mes affaires, la prise en main progressive de certains objets et documents. Ces gestes, qui semblaient innocents à l'époque, étaient désormais les étapes préparatoires d'un acte d'injustice concret. Tout prenait un sens, et je compris que cette transformation de ma chambre était le point culminant de manipulation insidieuse. Je pris des photos de chaque détail, l'ordinateur installé sur ma table de chevet, les tiroirs verrouillés, les objets personnels déplacés dans des cartons, le fauteuil que j'aimais tant disparu. Ces images allaient servir de preuves tangibles, montrant non seulement la violation de mon espace, mais également l'intention manifeste de me priver de ma liberté dans mon propre domicile. La colère et l'incrédulité se mêlaient à une lucidité froide. Je savais que réagir sous l'emprise de l'émotion ne servirait à rien. Ma force résidait dans la documentation méthodique et la planification rigoureuse de la restitution de mon espace. Chaque geste devait être réfléchi, chaque preuve préparée, afin que je puisse récupérer ma chambre et ma clé avec justice et efficacité. Je me mis également à identifier les témoins potentiels. Des voisins avaient remarqué les changements dans la maison, les allées et venues inhabituelles, et la transformation du mobilier. Certains amis proches pouvaient témoigner de ma routine, de mon usage habituel de la chambre et de la manière dont elle avait été modifiée sans mon accord. Chaque témoignage serait un argument supplémentaire pour montrer que ma belle-fille avait agi de manière délibérée et sans justification. Je passais l'après-midi à réfléchir à la stratégie. Comment récupérer ma clé? Comment contester officiellement la transformation de ma chambre et restaurer mon espace? Chaque étape devait être planifiée avec précision. Je savais que la clé symbolisait non seulement l'accès physique à la chambre,
mais aussi ma liberté et mon contrôle sur mon espace personnel. La récupérer était essentielle pour réaffirmer mon autorité et protéger mon intimité. Je passais également en revue tous mes documents personnels relatifs à la chambre et à mes affaires, carnets, papiers, objets de valeur sentimentale. Chaque détail devenait une preuve de ma propriété, de mon usage exclusif et de ma capacité à gérer mon espace. Ces éléments allaient me permettre de montrer, de manière irréfutable, que je n'avais jamais renoncé à mes droits ni consenti à cette transformation. Le soir, assise sur le bord de mon lit relégué dans un coin de la chambre transformée, je relus mes notes et consolidais ma résolution. Cette violation n'était pas une fatalité. Chaque geste préparé depuis des mois, chaque preuve rassemblée, chaque note dans le carnet bleu allait me permettre de reconquérir ma chambre et ma clé, de rétablir ma liberté et ma dignité dans mon propre domicile. Je me levai, pris une profonde inspiration, et observai la chambre transformée. Les meubles, les dossiers, l'ordinateur, tout allait devenir le témoin de ma détermination, et tandis que je posais la main sur mon carnet bleu, je murmurais pour moi-même: ma chambre, mon espace, ma dignité, je vais les récupérer, et je le ferai avec patience, méthode et preuve. Ce moment fut le déclencheur d'une action déterminée et méthodique, où chaque humiliation, chaque intrusion et chaque geste imposé par ma belle-fille allait être transformé en preuve et stratégie pour restaurer ma liberté et ma vie personnelle. Les jours qui suivirent la découverte de ma chambre transformée furent emplis de silence, mais aussi d'une intense réflexion. Je me retrouvais face à une situation que je n'avais jamais imaginée. Mon espace personnel, longtemps préservé, avait été envahi, remodelé et usurpé par ma belle-fille. La colère initiale laissait place à une lucidité froide et méthodique. Je savais que pour récupérer ma chambre et ma clé, il me fallait agir avec calme, rigueur et stratégie. Je pris immédiatement mon carnet bleu et commençai à consigner chaque détail. La date et l'heure de la découverte, l'état de la chambre, la disposition des meubles et des objets, la présence de l'ordinateur et des dossiers, et toutes les anomalies constatées furent notées avec soin. Chaque mot écrit devait constituer un témoignage chronologique de l'intrusion et de la violation de mon espace. Ces notes allaient devenir des preuves tangibles pour la confrontation à venir. Je repensais aux interventions subtiles de ma belle-fille dans les semaines précédentes. Les phrases du type « Je vais arranger ça pour toi » ou « Tu n'as plus besoin de ce bureau », les gestes de réorganisation et la surveillance de mes affaires. Ce qui semblait anodin au départ prenait désormais une signification claire. C'était un schéma méthodique de contrôle et de privation de mes droits. Tout devait être documenté pour ne laisser aucune place à l'interprétation ou à la contestation. Je commençais à planifier ma stratégie pour récupérer ma clé et mon espace. Chaque étape devait être pensée avec précision. D'abord, consigner toutes les preuves visuelles et écrites, puis identifier les témoins fiables qui pouvaient attester de ma routine, de l'usage que je faisais de ma chambre et des intrusions répétées. Les voisins, amis proches et même certains membres de la famille pourraient confirmer que cette transformation n'était pas justifiée et constituait une violation de mon intimité. Je réfléchis également à la manière de préparer la confrontation avec ma belle-fille. Il ne s'agissait pas d'un affrontement impulsif ou de cris, mais d'une démarche structurée et méthodique. Chaque preuve, chaque témoignage, chaque note de mon carnet bleu devait être utilisée pour démontrer mon droit à l'espace et à la liberté dans mon propre foyer. Mon objectif était clair: récupérer ma clé et restaurer ma chambre, sans céder à l'émotion, mais avec l'assurance de la légitimité et de la méthode. Parallèlement, je préparais une liste de documents à rassembler. Photographie de la chambre, avant et après la transformation, notes sur l'emplacement des objets déplacés, correspondances et messages où ma belle-fille mentionnait ses interventions,
ainsi que tout élément attestant de mon usage normal et régulier de la chambre. Chaque détail était essentiel pour créer un dossier solide et irréfutable. Je passais également du temps à réfléchir aux arguments possibles de ma belle-fille. Que pourrait-elle dire pour justifier ses actions? Comment pourrait-elle prétendre que sa réorganisation était acceptable ou nécessaire? Chaque scénario potentiel était noté et anticipé, afin que je puisse répondre calmement et efficacement lors de la confrontation. Chaque mot, chaque preuve et chaque témoignage devait être aligné pour garantir que la vérité l'emporterait. Le carnet bleu, compagnon fidèle, devint mon outil principal de planification. J'y consignais non seulement les faits et les preuves, mais aussi mes réflexions, mes stratégies et mes prochaines actions. Chaque ligne était une affirmation de ma capacité à agir avec méthode, patience et lucidité. Ce carnet était devenu le témoin silencieux de ma résistance et de ma détermination à restaurer mon espace et ma dignité. Je passais aussi en revue les aspects légaux potentiels. Je savais qu'il existait des règles concernant le respect de la vie privée et de l'espace personnel dans une maison familiale. Si nécessaire, je pourrais consulter un avocat ou un notaire pour confirmer mes droits et préparer toute démarche officielle afin de récupérer ma clé et restaurer ma chambre. La connaissance de mes droits et leur préparation méthodique constituaient une protection supplémentaire contre toute contestation ou intimidation. Chaque soir, avant de fermer le carnet bleu, je relisais mes notes, ajustais mes plans et visualisais la scène de la confrontation. Je me voyais récupérer ma clé, remettre chaque meuble et objet à sa place et restaurer l'espace selon mes choix. Cette anticipation méthodique renforçait ma confiance et transformait l'injustice subie en force silencieuse. Au fil des jours, ma détermination se renforçait. Je comprenais que la victoire ne dépendrait pas de la colère, mais de la préparation, de la patience et de l'organisation méthodique. Chaque photo, chaque note, chaque témoignage constituait un pas vers la restitution de mon espace et de mon autonomie. La clé de ma chambre n'était pas seulement un objet physique, elle symbolisait le contrôle sur ma vie et la reconnaissance de ma dignité. Et tandis que je me tenais debout, observant ma chambre transformée, je murmurais pour moi-même: ma chambre, mon espace, ma dignité, je vais les récupérer. Avec méthode, patience et preuve, tout me reviendra. Ce moment d'introspection et de planification fut crucial. Il transforma le choc initial et les humiliations subies en stratégie, force et détermination, prête à agir pour récupérer ce qui m'appartenait. Ma clé, mon carnet bleu et ma méthode seraient mes alliés dans cette bataille silencieuse mais inévitable pour restaurer mon autonomie et ma liberté. Le lendemain de mes longues séances de planification, je me levais avec une détermination tranquille mais ferme. Ma chambre, mon espace intime et mes souvenirs avaient été violés. Je savais qu'il ne suffisait pas d'éprouver de la colère ou de l'injustice. Il fallait agir méthodiquement, rassembler des preuves tangibles et préparer chaque étape pour récupérer ma clé et restaurer mon intimité. Ma première démarche fut de contacter Maître Perrin, mon notaire de confiance. Il connaissait parfaitement mon dossier et ma situation familiale, et je savais qu'il saurait m'aider à formaliser une action pour protéger mes droits. Lors de notre rencontre, je lui expliquai avec précision ce qui s'était passé: la transformation de ma chambre en bureau, l'ordinateur et les dossiers installés à ma place, et l'absence de mon autorisation pour ces changements. Maître Perrin examina attentivement chaque document et prit des notes détaillées. Il me guida pour identifier les éléments constitutifs d'une violation de mes droits sur mon espace personnel, et nous discutâmes des mesures légales possibles pour récupérer ma chambre et ma clé. Chaque détail, chaque objet déplacé et chaque preuve potentielle fut pris en compte. L'objectif était de constituer un dossier solide et irréfutable, capable de convaincre toute autorité
ou témoin de la légitimité de ma démarche. Ensuite, je pris rendez-vous avec ma banquière, qui connaissait ma rigueur et mon autonomie dans la gestion de mes affaires depuis des années. Son rôle était crucial. Elle pouvait attester que je gérais seul mes comptes, mes documents et mes biens, et que je n'avais jamais délégué ces responsabilités à ma belle-fille. Son témoignage allait renforcer ma crédibilité et montrer que la transformation de ma chambre n'était ni justifiée ni nécessaire. Je passais également beaucoup de temps à photographier et documenter chaque élément de la chambre. Les meubles déplacés, les objets personnels relégués dans un coin, l'ordinateur installé à ma place, les dossiers dispersés. Tout fut capturé avec soin. Ces images constituaient des preuves tangibles, destinées à montrer l'ampleur de l'intrusion et la violation de mon espace. Chaque cliché était annoté dans mon carnet bleu, précisant l'emplacement et l'état des objets avant toute modification future. Je contactais aussi des voisins et amis proches pour obtenir des témoignages sur ma routine dans la chambre et l'usage que j'en faisais au quotidien. Certains avaient observé les changements progressifs et les interventions de ma belle-fille et pouvaient attester de mon implication personnelle dans l'organisation et le soin de cet espace. Ces témoignages allaient s'ajouter aux preuves documentées et former un ensemble cohérent pour soutenir ma demande. Parallèlement, je préparais une lettre formelle à destination de ma belle-fille, énonçant clairement mes droits et ma demande de restitution de la chambre et de ma clé. Je rédigeais chaque phrase avec soin, visant à être ferme mais mesurée, sans émotion excessive, afin de démontrer mon sérieux et ma détermination. Chaque mot était choisi pour renforcer la légitimité de ma position et préparer le terrain à toute action légale ultérieure. Je pris également le temps d'organiser les documents légaux existants relatifs à mon espace personnel, aux meubles, aux objets et à l'usage de la chambre. Tout élément pouvant montrer que cet espace m'appartenait et que j'en avais la responsabilité fut regroupé et classé de manière méthodique. Les notes dans le carnet bleu servaient de guide pour suivre l'ensemble du dossier et s'assurer qu'aucun détail ne serait omis. Au fur et à mesure que je progressais dans cette préparation, je constatais que ma force grandissait. Les humiliations subies et la violation de mon intimité, au lieu de m'affaiblir, avaient été transformées en armes méthodiques et preuves tangibles. Chaque document, chaque photo, chaque témoignage allait servir à rétablir ma liberté et ma dignité. Chaque soir, avant de fermer le carnet bleu, je relisais mes notes, vérifiais que tous les documents étaient correctement classés et ajustais ma stratégie. La patience et la méthode étaient mes alliés les plus précieuses. Je savais que le succès ne dépendrait pas de la confrontation ou de la colère, mais de la solidité de mes preuves et de la précision de ma préparation. Je réfléchissais également à la manière de mener la confrontation finale. Chaque étape devait être planifiée. Présentation des preuves au notaire ou à l'avocat, appel aux témoins si nécessaire, restitution de la clé et réorganisation de la chambre. Tout devait être réalisé avec calme, rigueur et détermination, sans laisser place à l'improvisation ni à l'émotion. Les semaines de préparation me permirent de transformer le choc et les humiliations initiales en une force tranquille et méthodique, prête à rétablir mon espace et ma liberté. La clé, symbole de mon autonomie, allait être récupérée, et ma chambre redeviendrait le sanctuaire qu'elle avait toujours été. Chaque note, chaque photo et chaque témoignage étaient des instruments de cette victoire silencieuse, mais puissante. Et tandis que je posais ma main sur mon carnet bleu, témoin fidèle de ma préparation et de ma vigilance, je murmurais pour moi-même, ma chambre, mon espace, ma clé. Je vais les récupérer. Avec méthode, preuve et patience, tout me reviendra. Le jour de la confrontation arriva enfin. Le soleil illuminait la maison d'une lumière douce. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'attente et de tension. Ma chambre, transformée en bureau sans mon accord, représentait plus qu'un simple espace physique. C'était mon intimité, ma dignité et mon droit à décider pour moi-même
qui était en jeu. Je me sentais prête, armée de mes preuves et de ma préparation méthodique, à rétablir ma liberté. Ma belle-fille entra dans la pièce avec son assurance habituelle, mais je perçus immédiatement une nervosité inhabituelle. Elle avait sous-estimé ma vigilance, ma méthode et la solidité des preuves que j'avais accumulées. Ses gestes, auparavant sûrs et contrôlés, trahissaient une inquiétude nouvelle. Elle savait que cette confrontation ne serait pas à sens unique. J'avais préparé chaque détail avec soin. Le carnet bleu était ouvert sur la table, photos et notes consignées, chaque objet déplacé documenté, chaque témoignage prêt à être présenté. Maître Perrin, mon notaire, guidait la séance avec son calme habituel, exposant clairement les faits et la chronologie des événements. Les preuves étaient irréfutables. La transformation de la chambre, le déplacement des meubles, l'ordinateur installé à ma place, et les interventions répétées de ma belle-fille pour contrôler mon espace. Ma belle-fille tenta de minimiser la situation. Ces mots étaient choisis avec soin. Je voulais simplement organiser la maison pour toi, pour que tout soit plus pratique. Mais chaque phrase tombait à plat face aux preuves tangibles. Les photos, le carnet bleu et les témoignages d'amis et de voisins démontraient clairement que la chambre m'appartenait et que ma volonté avait été ignorée. Vint alors le moment crucial, la restitution de la clé. J'avais conservé toutes mes notes et préparé un ordre précis pour cette étape. Maître Perrin prit la parole et expliqua que, conformément aux droits de propriété et à l'usage exclusif de la chambre, il était nécessaire que je récupère ma clé. La main de ma belle-fille trembla légèrement lorsqu'elle l'attendit. Ce simple geste symbolisait la fin de sa tentative de contrôle et le rétablissement de mon autonomie. Je pris la clé avec calme, sans éclat ni colère. Ce geste, simple mais puissant, représentait la reconquête de mon espace, de ma liberté et de ma dignité. Chaque objet de la chambre pouvait maintenant retrouver sa place, chaque détail redevenir conforme à mes choix et à ma volonté. La victoire n'avait pas été obtenue par l'agression ou la colère, mais par la méthode, la préparation et les preuves accumulées. Une fois la clé en main, je commençai à réorganiser la chambre. Chaque meuble fut replacé, chaque objet remis à sa place, chaque détail rétabli selon mon goût et mes habitudes. La chambre, sanctuaire de ma vie personnelle, retrouvait peu à peu son harmonie. Ma petite fille, présente mais silencieuse, observa ses gestes, comprenant peu être la puissance de la patience et de la préparation méthodique. Les semaines suivantes furent consacrées à restaurer l'ordre et la sérénité dans la maison. Chaque geste quotidien, chaque déplacement, chaque ajustement devenait un rituel de liberté et d'affirmation. La chambre, redevenue mon espace personnel, symbolisait la victoire tranquille mais totale sur l'injustice subie. Je ressentais une paix profonde, renforcée par la certitude que ma dignité et mon autonomie étaient intactes. Maître Perrin confirma que toute action future, visant à imposer des modifications dans ma chambre sans mon consentement, serait contestable et légalement invalide. La justice silencieuse avait prévalu, non par des cris ou des confrontations bruyantes, mais par la solidité des preuves et la méthode préparatoire. Chaque note, chaque photo, chaque témoignage avait contribué à cette victoire. En observant la chambre restaurée, je compris que cette épreuve avait renforcé ma confiance et ma capacité à défendre mes droits. Les humiliations et les intrusions subies, loin de m'affaiblir, m'avaient appris l'importance de la vigilance, de la documentation et de la patience. Chaque détail de la préparation avait été un pas vers la victoire, chaque action méthodique une affirmation de ma force intérieure. Et tandis que je posais la main sur le carnet bleu, témoin silencieux de ma stratégie et de ma vigilance, je murmurais pour moi-même. Ma chambre, ma clé, ma liberté, je les ai retrouvées. Avec patience et méthode, j'ai rétabli ce qui m'appartient, le calme et la sérénité
était revenu. Ma chambre n'était plus un lieu de tension et de contrôle, mais un sanctuaire restauré, symbole de ma résilience et de ma capacité à transformer une injustice en victoire silencieuse. Les jours qui suivirent la récupération de ma clé et la réorganisation de ma chambre furent marqués par une tension palpable dans la maison. La victoire juridique et morale n'avait pas effacé immédiatement les répercussions sur la famille. Ma belle-fille, autrefois si sûre d'elle et dominante, affichait maintenant un visage crispé, trahissant son malaise et la conscience de son échec. Chaque geste maladroit, chaque silence pesant, témoignait de la rupture entre ses intentions et la réalité de mes droits rétablis. Mon fils, partagé entre loyauté envers sa femme et la reconnaissance de mon droit à l'autonomie, se trouvait lui aussi dans une position délicate. Les tensions familiales, autrefois latentes, éclataient maintenant au grand jour. Des disputes éclataient, des regards échangés avec hésitation, des murmures parcouraient les couloirs. Mais moi, je restais calme, assise dans mon fauteuil, observant avec une sérénité méthodique le chaos se dérouler autour de moi. Chaque confrontation mineure entre ma belle-fille et d'autres membres de la famille renforçait ma position silencieuse. Je n'avais pas besoin de crier, de m'imposer ou de me défendre verbalement. La preuve et la légitimité de mes actions parlaient d'elles-mêmes. Le carnet bleu, les photos et la restitution de ma clé constituaient un bouclier invisible mais solide, qui me protégeait de toute attaque et affirmait ma victoire. Je notais mentalement chaque réaction, chaque geste et chaque mot échangé. Chaque conflit, chaque tension servait de confirmation. La justice avait été rendue et la manipulation avait échoué. Je pouvais observer les conséquences des actes de ma belle-fille sans être impliquée dans le tumulte. Mon rôle était celui d'une spectatrice méthodique, protégée par la vérité et par la préparation que j'avais mise en place. Ma chambre, désormais rétablie et ordonnée selon mes choix, devint le symbole de ma victoire et de ma résilience. Chaque objet replacé, chaque meuble repositionné, chaque détail de décoration était un rappel tangible que ma liberté et ma dignité avaient été restaurées. La maison entière semblait retrouver un équilibre fragile, où le chaos de la manipulation laissait place à une structure plus respectueuse de mon espace et de mes droits. Les semaines suivantes furent marquées par des ajustements subtils dans la dynamique familiale. Ma belle-fille, consciente que ses tentatives de contrôle avaient échoué, adoptait désormais un comportement plus prudent. Les interactions devinrent plus mesurées, mais la tension persistait. Elle savait que ses tentatives passées étaient documentées et que ma vigilance demeurait intacte. Mon fils, quant à lui, prenait progressivement conscience de la nécessité de respecter mes décisions et mon autonomie. Les conflits et les disputes passées servaient de leçons, et il commençait à observer et à soutenir mes choix sans chercher à les contester. La famille, bien que fragmentée par les tensions, commençait à reconnaître la légitimité de mes actions et de ma préparation méthodique. Je retrouvais également le plaisir et la sérénité dans mes routines quotidiennes. Préparer le thé, parcourir la chambre, relire mon carnet bleu et vérifier mes documents devint un rituel de renforcement et de contrôle. Chaque geste, aussi simple soit-il, symbolisait la reconquête de ma liberté et la consolidation de ma dignité retrouvée. Ma petite fille, présente régulièrement, observait et apprenait. Ces moments de transmission étaient précieux. Je lui montrais, par mon calme et ma méthode, que la force ne réside pas dans l'agression ou les cris, mais dans la préparation, la patience et l'usage des preuves. Chaque geste et chaque décision prenait un sens éducatif et moral, soulignant l'importance de la vigilance et de la lucidité dans les relations familiales. À travers cette période, je compris que l'éclatement familial n'était plus une source d'angoisse. Je pouvais observer le chaos et les tensions avec une sérénité retrouvée,
consciente que la vérité et la justice avaient triomphé. La maison, autrefois le théâtre de manipulation et de violation, redevenait un lieu où mes droits et mon autonomie étaient respectés. Chaque soir, je relisais mes notes et mes preuves dans le carnet bleu, réfléchissant aux leçons tirées de cette expérience. La patience, la méthode et la préparation avaient permis de transformer une situation de domination et de violation en victoire silencieuse. La famille, bien qu'encore fragile et tendue, devait désormais reconnaître mon espace, mes choix et ma liberté. Et tandis que je posais ma main sur le carnet bleu, témoin fidèle de ma vigilance et de ma stratégie, je murmurais pour moi-même. La justice peut être silencieuse, mais elle triomphe toujours lorsqu'elle est fondée sur la vérité et la méthode. La chambre, symbole de mon autonomie, était restaurée, et je pouvais désormais observer les conséquences de mes actions avec une sérénité calme. Les tensions familiales continuaient autour de moi, mais elles ne pouvaient plus m'atteindre. Ma force résidait dans la préparation, l'épreuve et la patience, et non dans la confrontation ou la colère. Les jours qui suivirent la récupération de ma clé et la réorganisation de ma chambre furent marqués par une tension palpable dans la maison. La victoire juridique et morale n'avait pas effacé immédiatement les répercussions sur la famille. Ma belle-fille, autrefois si sûre d'elle et dominante, affichait maintenant un visage crispé, trahissant son malaise et la conscience de son échec. Chaque geste maladroit, chaque silence pesant témoignait de la rupture entre ses intentions et la réalité de mes droits rétablis. Mon fils, partagé entre loyauté envers sa femme et la reconnaissance de mon droit à l'autonomie, se trouvait lui aussi dans une position délicate. Les tensions familiales, autrefois latentes, éclataient maintenant au grand jour. Des disputes éclataient, des regards échangés avec hésitation, des murmures parcouraient les couloirs. Mais moi, je restais calme, assise dans mon fauteuil, observant avec une sérénité méthodique le chaos se dérouler autour de moi. Chaque confrontation mineure entre ma belle-fille et d'autres membres de la famille renforçait ma position silencieuse. Je n'avais pas besoin de crier, de m'imposer ou de me défendre verbalement. La preuve et la légitimité de mes actions parlaient d'elles-mêmes. Le carnet bleu, les photos et la restitution de ma clé constituaient un bouclier invisible mais solide, qui me protégeait de toute attaque et affirmait ma victoire. Je notais mentalement chaque réaction, chaque geste et chaque mot échangé. Chaque conflit, chaque tension servait de confirmation. La justice avait été rendue et la manipulation avait échoué. Je pouvais observer les conséquences des actes de ma belle-fille sans être impliquée dans le tumulte. Mon rôle était celui d'une spectatrice méthodique, protégée par la vérité et par la préparation que j'avais mise en place. Ma chambre, désormais rétablie et ordonnée selon mes choix, devint le symbole de ma victoire et de ma résilience. Chaque objet replacé, chaque meuble repositionné, chaque détail de décoration était un rappel tangible que ma liberté et ma dignité avaient été restaurées. La maison entière semblait retrouver un équilibre fragile, où le chaos de la manipulation laissait place à une structure plus respectueuse de mon espace et de mes droits. Les semaines suivantes furent marquées par des ajustements subtils dans la dynamique familiale. Ma belle-fille, consciente que ses tentatives de contrôle avaient échoué, adoptait désormais un comportement plus prudent. Les interactions devinrent plus mesurées, mais la tension persistait. Elle savait que ses tentatives passées étaient documentées et que ma vigilance demeurait intacte. Mon fils, quant à lui, prenait progressivement conscience de la nécessité de respecter mes décisions et mon autonomie. Les conflits et les disputes passées servaient de leçons, et il commençait à observer et à soutenir mes choix sans chercher à les contester. La famille, bien que fragmentée par les tensions, commençait à reconnaître la légitimité de mes actions et de ma préparation méthodique. Je retrouvais également le plaisir et la sérénité dans mes routines quotidiennes. Préparer le thé,
Parcourir la chambre, relire mon carnet bleu et vérifier mes documents devint un rituel de renforcement et de contrôle. Chaque geste, aussi simple soit-il, symbolisait la reconquête de ma liberté et la consolidation de ma dignité retrouvée. Ma petite fille, présente régulièrement, observait et apprenait. Ces moments de transmission étaient précieux. Je lui montrais, par mon calme et ma méthode, que la force ne réside pas dans l'agression ou les cris, mais dans la préparation, la patience et l'usage des preuves. Chaque geste et chaque décision prenait un sens éducatif et moral, soulignant l'importance de la vigilance et de la lucidité dans les relations familiales. À travers cette période, je compris que l'éclatement familial n'était plus une source d'angoisse. Je pouvais observer le chaos et les tensions avec une sérénité retrouvée, consciente que la vérité et la justice avaient triomphé. La maison, autrefois le théâtre de manipulation et de violation, redevenait un lieu où mes droits et mon autonomie étaient respectés. Chaque soir, je relisais mes notes et mes preuves dans le carnet bleu, réfléchissant aux leçons tirées de cette expérience. La patience, la méthode et la préparation avaient permis de transformer une situation de domination et de violation en victoire silencieuse. La famille, bien qu'encore fragile et tendue, devait désormais reconnaître mon espace, mes choix et ma liberté. Et tandis que je posais ma main sur le carnet bleu, témoin fidèle de ma vigilance et de ma stratégie, je murmurais pour moi-même. La justice peut être silencieuse, mais elle triomphe toujours lorsqu'elle est fondée sur la vérité et la méthode. La chambre, symbole de mon autonomie, était restaurée, et je pouvais désormais observer les conséquences de mes actions avec une sérénité calme. Les tensions familiales continuaient autour de moi, mais elles ne pouvaient plus m'atteindre. Ma force résidait dans la préparation, l'épreuve et la patience, et non dans la confrontation ou la colère. Après la restitution de ma clé et la réorganisation complète de ma chambre, un sentiment de calme et de légèreté s'installa progressivement dans ma vie. La pièce, redevenue mon sanctuaire, symbolisait non seulement la victoire sur l'intrusion et la manipulation, mais aussi la reconquête de ma liberté et de ma dignité. Chaque geste quotidien, du rangement des objets à la disposition des meubles, était désormais un acte de plaisir et de contrôle, et non plus une obligation ou une source de tension. Chaque matin, je m'installais dans le fauteuil près de la fenêtre, carnet bleu à portée de main, et observais la lumière filtrer à travers les rideaux. Les rayons doux illuminaient la pièce. Les meubles étaient remis à leur place. Les objets personnels réintégraient leur coin habituel. Tout me rappelait que j'étais de nouveau maîtresse de mon espace et que mon intimité était respectée. La chambre n'était plus seulement un lieu physique, elle était un symbole tangible de ma renaissance et de mon autonomie retrouvée. Je retrouvais le plaisir de mes routines personnelles. Préparer le thé, feuilleter mes carnets, lire un livre ou simplement contempler la vue depuis la fenêtre redevenaient des moments de sérénité où chaque geste me rappelait que ma vie et mes choix m'appartenaient pleinement. Les petites habitudes, comme poser ma tasse à l'endroit précis que j'avais choisi depuis des années, ou disposer mes carnets selon mes préférences, me donnaient un sentiment de contrôle et de sécurité, renforçant ma paix intérieure. Ma petite fille venait souvent me voir, et ces moments partagés étaient désormais empreints de complicité et de douceur. Je lui montrais que la force et la justice peuvent se manifester par la patience, la méthode et la vigilance, et non par la confrontation ou la colère. Elle apprenait ainsi à observer, à réfléchir et à comprendre que la protection de sa liberté et de son espace personnel est un acte quotidien et réfléchi. Ces instants de transmission étaient précieux, car ils permettaient de passer la leçon de dignité et d'autonomie à la génération suivante. Je pris également plaisir à réorganiser ma chambre selon mes goûts et mes besoins, sans crainte de nouvelles interventions. Chaque meuble, chaque objet, chaque détail
était choisi pour créer un environnement harmonieux et accueillant. Un lieu qui reflétait ma personnalité et mes préférences. Cette réorganisation symbolisait ma reconquête de l'espace et le rétablissement de la sérénité dans mon quotidien. Les semaines passèrent dans une atmosphère de calme et de routine douce. Chaque geste, aussi simple soit-il, me rappelait que je n'étais plus sous le contrôle ou l'influence de ma belle-fille. Les tensions précédentes s'estompaient et je pouvais savourer la tranquillité et la beauté de ma vie personnelle retrouvée. Chaque matin, en ouvrant les rideaux et en respirant l'air frais, je ressentais un profond sentiment de liberté et de satisfaction. Je me rendis compte que cette expérience m'avait appris l'importance de protéger sa vie privée et son espace personnel avec méthode et persévérance. Les humiliations et les intrusions subies avaient été transformées en force silencieuse, et chaque action préparatoire, notes, photos, témoignages, avait été un outil essentiel pour restaurer ma chambre et ma clé. La patience, la méthode et l'épreuve avaient triomphé, et je savourais la puissance tranquille de cette victoire. Mes soirées étaient désormais consacrées à la réflexion et au plaisir de la lecture, avec le carnet bleu toujours ouvert pour consigner mes pensées, mes projets ou simplement les détails du quotidien. Chaque note rappelait l'importance de la vigilance et de la méthode, et renforçait ma confiance en ma capacité à protéger ce qui m'appartient. La chambre était devenue un espace où je pouvais penser, rêver et planifier, libre de toute intrusion ou contrôle externe. Je retrouvais également le plaisir des petites joies quotidiennes, observer le soleil se coucher, sentir l'odeur des fleurs du jardin, écouter le vent dans les arbres, ou simplement sentir la légèreté d'une pièce ordonnée selon mes choix. Ces instants, auparavant banals, prenaient une dimension nouvelle, car ils étaient le fruit de ma liberté et de ma détermination à protéger mon espace et mon autonomie. Chaque objet replacé, chaque détail réintégré, chaque geste quotidien constituait un témoignage concret de ma résilience et de ma capacité à transformer une situation de violation en victoire personnelle. La chambre, mon sanctuaire, n'était plus seulement un lieu physique. Elle symbolisait ma force, ma patience et ma capacité à restaurer ma dignité. Et tandis que je posais ma main sur le carnet bleu, témoin silencieux de ma vigilance, de ma préparation et de ma stratégie méthodique, je murmurais pour moi-même: ma chambre, ma clé, ma liberté, tout m'appartient à nouveau. Avec patience et méthode, j'ai reconquis mon espace et ma sérénité. Cette nouvelle vie, faite de calme, d'autonomie et de petites joies quotidiennes, représentait la renaissance de mon intimité et de ma liberté après des semaines de tension, d'intrusion et d'humiliation. Chaque geste, chaque moment, chaque souffle de sérénité était une victoire silencieuse, la confirmation que la patience et la méthode peuvent triompher de l'injustice et restaurer la dignité. Assise dans mon fauteuil, le carnet bleu ouvert sur mes genoux, je regardais la lumière du matin glisser sur les objets de ma chambre restaurée. Tout était en ordre. Chaque meuble et chaque détail réintégré à leur place, et le silence qui régnait dans la pièce était devenu un symbole de ma victoire. Cette chambre, jadis envahie et transformée sans mon consentement, était redevenue mon sanctuaire, le reflet de ma dignité et de ma liberté retrouvée. Je repensais à chaque étape de cette épreuve. Le choc initial, lorsque j'avais découvert ma chambre transformée en bureau, m'avait laissé abasourdi et humilié. Les petites humiliations et les manipulations répétées avaient ébranlé ma confiance et mon sentiment d'autonomie. Mais chacune de ces épreuves avait été une leçon silencieuse, m'enseignant l'importance de l'observation, de la patience et de la préparation méthodique. Chaque note dans mon carnet bleu, chaque photo prise, chaque témoignage recueilli et chaque document préparé avait joué un rôle crucial. Ce n'était pas la colère ou la confrontation qui avait restauré ma chambre, mais la rigueur, la méthode et les preuves concrètes. La restitution de ma clé,
le rétablissement de mon espace personnel et la réorganisation de la pièce étaient la manifestation tangible de cette victoire silencieuse, mais complète. Je réfléchissais également aux répercussions sur ma famille. L'éclatement familial et les tensions qui avaient suivi la restitution de ma clé avaient été observés avec calme. Je n'avais pas besoin de m'impliquer dans les disputes ou de me défendre avec des mots agressifs. Ma position était protégée par la vérité et la méthode, et chaque conflit autour de moi renforçait la légitimité de mes actions. La famille avait été confrontée à la réalité de ses choix et de ses manipulations, et moi, je pouvais observer le résultat depuis un espace sûr, avec sérénité et lucidité. Ma petite fille, présente régulièrement, apprenait par l'exemple. Je lui montrais que la force ne réside pas dans la colère ou l'agression, mais dans la vigilance, la documentation et la préparation méthodique. Elle voyait que la justice peut s'imposer avec calme et que chaque action réfléchie contribue à protéger ce qui est précieux: l'espace, l'autonomie et la dignité personnelle. Ces moments de transmission étaient précieux car ils consolidaient un héritage de prudence et de lucidité pour la génération suivante. Je pris également le temps d'apprécier les petits plaisirs de la vie quotidienne dans ma chambre restaurée. Le parfum du linge propre, la lumière du matin, filtrant à travers les rideaux, le bruissement des feuilles dans le jardin, le contact familier de mes carnets et de mes objets personnels. Chaque détail était désormais un symbole de ma liberté retrouvée. Chaque geste, du rangement des livres à la préparation du thé, renforçait ma sérénité et ma maîtrise de mon espace. Je méditais sur la leçon la plus importante de cette expérience. La patience, la méthode et la rigueur sont plus puissantes que la colère ou les cris. Chaque preuve, chaque note et chaque témoignage avait permis de restaurer ce qui m'appartenait de droit. La chambre, symbole de mon autonomie et de ma dignité, était la manifestation tangible de cette vérité silencieuse. En observant mes affaires, je me rendis compte que ma victoire ne résidait pas seulement dans la récupération d'un espace physique, elle était aussi morale et psychologique. J'avais affirmé ma liberté, démontré ma capacité à protéger mes droits et consolider ma force intérieure. Les humiliations et les manipulations subies avaient été transformées en stratégies et preuves, et chaque geste méthodique avait contribué à cette victoire. Je posai ma main sur le carnet bleu, fidèle compagnon de toutes mes démarches. Il représentait bien plus qu'un simple support pour mes notes. Il était le témoin silencieux de ma vigilance, de ma préparation et de ma capacité à transformer une injustice en victoire. Chaque page racontait mon histoire, mes efforts et ma patience, et me rappelait que la justice peut s'imposer dans le silence et la méthode. Enfin, je pris un moment pour respirer profondément et savourer ma chambre restaurée. Tout était redevenu paisible, ordonné et conforme à mes choix. Les tensions, les intrusions et les manipulations appartenaient au passé. La chambre était à nouveau mon refuge, mon espace personnel, et je pouvais y vivre avec sérénité et autonomie. Et tandis que je regardais les objets familiers, les meubles remis en place et le carnet bleu posé à côté de mon fauteuil, je sus que tout avait été rétabli. La victoire n'avait pas été obtenue par la confrontation ou la colère, mais par la patience, la préparation méthodique et la documentation rigoureuse. La justice silencieuse avait triomphé, et ma dignité était intacte. Je murmurais pour moi-même, le cœur tranquille et l'esprit apaisé. Le silence peut aussi être une forme de justice. Ces mots résumaient tout. Ils reflétaient la victoire de la vérité et de la méthode sur la manipulation et l'injustice. Dans ce silence, je retrouvais ma liberté, ma sérénité et la maîtrise de mon espace personnel. La chambre, mon sanctuaire, n'était plus seulement un lieu physique. Elle était le symbole de ma force tranquille, de ma vigilance et de ma capacité à défendre ce qui m'appartient.